Salut et bienvenue pour ce voyage en ligne pour les étudiants de français. L'objectif est d'être en immersion, de progresser avec la langue française et nous allons retourner dans l'histoire, voyager dans le temps pour rencontrer Napoléon Bonaparte. Il est la figure la plus captivante de l'histoire française. Nous allons comprendre comment cet homme est devenu un général victorieux à l'âge de 24 ans seulement et comment il est arrivé au pouvoir et devenu empereur à 35 ans d'une grande partie de l'Europe. Alors, c'est parti. Tout d'abord, Napoléon est né sur une île, la Corse, en 1769. En réalité, l'histoire de Napoléon commence avant Napoléon, parce que la Corse devient française en 1768, juste un an avant Napoléon. Avant ça, c'est une possession de la République de Gênes, ici, qui est une partie de l'Italie actuelle. Conclusion, à cette époque, l'île ne parle pas français. Donc, comme pour toi, le français n'est pas la langue maternelle de Napoléon. Conclusion, toi aussi, tu peux, comme Napoléon, apprendre à le parler très bien et devenir empereur de l'Europe. Alors, ses parents, et en général les Corses, parlent le dialecte corse, très similaire à l'italien. La famille Bonaparte, c'est le père de Napoléon, Charles, et sa mère, Laetitia. Ils vont avoir au total 13 enfants, dont 8 vont arriver à l'âge adulte. 5 enfants sont morts. En fait, c'est un résultat plutôt bon pour cette époque, car en général, 50% des enfants ne surpassent pas l'âge de 8 ans. Quand Napoléon est un petit garçon de 9 ans, son père décide de l'envoyer dans une école militaire sur le continent, en France. Il doit quitter sa famille, quitter la Corse. C'est une expérience très difficile pour lui, cette école militaire de Brienne, parce que il est seul, il n'a pas beaucoup d'amis, il ne parle pas très bien le français, alors il se réfugie, il prend refuge dans les livres, il se concentre sur étudier et il devient bon en mathématiques et en géométrie. On a l'impression que ces difficultés de cette expérience vont le renforcer. Cette expatriation va le forger son caractère. Il va rester dans cette école jusqu'à l'âge de 15 ans et perfectionner son français. Grâce à ses efforts et des bonnes notes, il se spécialise dans l'artillerie et il est accepté dans cette école royale militaire de Paris. Vous voyez cette peinture. Ici, c'est le champ
de Mars, occupé par les exercices militaires. Je pense que vous connaissez ce champ, ce terrain, car je vais zoomer sur cette école. Elle existe encore aujourd'hui et elle forme les officiers militaires de l'armée française. Donc, ce champ de Mars est en fait ici, juste devant la tour Eiffel à une extrémité et l'école militaire à l'autre extrémité du champ de Mars. Voilà, donc Napoléon Bonaparte intègre cette école et il devient 1 an plus tard lieutenant en second dans l'artillerie. Il a 16 ans. Mais la même année, son père meurt de maladie. Et le jeune Napoléon veut aider sa mère financièrement pour éduquer ses 6 autres jeunes enfants. Alors, Napoléon est affecté dans un régiment militaire et pendant 5 ans, il travaille, il s'entraîne. C'est une période relativement calme où ses camarades sont vraiment impressionnés par la frénésie de Napoléon à lire beaucoup de livres, Voltaire, Rousseau, Plutarque, Machiavel, les guerres de Jules César et aussi le livre de L'art de la guerre de Sun Tzu, le général militaire chinois. Et voilà, le temps passe, Napoléon a 19 ans. Et le 14 juillet 1789, la Révolution française commence. Alors, pour comprendre le contexte de ce grand événement historique, il est nécessaire de comprendre qu'il existe 2 partis politiques, un parti avec les républicains révolutionnaires, très nombreux, et l'autre côté, un parti royaliste pour le roi, pour la monarchie. La France est donc divisée à l'intérieur avec des guerres civiles, par exemple ici, une région avec une guerre civile, ici aussi, et la France est très fragile. Alors, les ennemis extérieurs veulent profiter de cette situation et la guerre prend une ampleur internationale avec une alliance des monarchies royalistes extérieures contre la nouvelle République française. C'est une situation dramatique pour la France. Un autre point très important, c'est que beaucoup d'officiers militaires français avec de l'expérience étaient aristocrates, royalistes. Par exemple, le régiment militaire de Napoléon, qui est maintenant passé sous le contrôle de la Première République française, il reste juste 14 officiers sur les 80 à l'origine. Dans ce contexte, Bonaparte, qui est révolutionnaire, est nommé capitaine car il a l'éducation et un peu d'expérience. Voilà, alors vous voyez sur cette carte les insurrections royalistes qui prennent le contrôle de certaines villes de France, les ennemis extérieurs, avec bien sûr l'Angleterre, et vous voyez particulièrement ici un événement très grave, très dramatique pour la France, parce que des royalistes français ont donné la ville de Toulon aux Anglais. C'est
un désastre, c'est une perte terrible pour la France, car Toulon est un port très important, c'est un point stratégique pour la France, avec toute la flotte française, tous les bateaux sont capturés par les Britanniques. La France doit absolument récupérer ce port où tout pourrait être perdu. Du coup, la République française, les révolutionnaires, commencent un siège militaire à Toulon. Le général Jean-François Carteau est responsable de cette bataille. C'est un révolutionnaire républicain, fidèle, mais pas très qualifié comme militaire, car à l'origine, il est artiste, peintre, et il ne trouve pas de stratégie, aucun plan pour reprendre la ville de Toulon. Le capitaine Napoléon est aussi affecté à cette bataille, ce siège militaire. Il analyse les cartes, la géographie et il conçoit un plan qu'il propose au général. Et en parallèle, il va organiser la récupération d'une grande quantité de canons. Alors voilà une carte de la ville de Toulon avec en bleu les troupes révolutionnaires françaises et en rouge la défense de l'alliance étrangère royaliste. La tactique de Napoléon est d'abord de capturer le fort localisé ici, car c'est un point stratégique qui va permettre à l'artillerie de tirer sur les bateaux anglais. Alors, l'application de ce plan fonctionne. Quand ce point est capturé, l'ennemi est forcé de s'échapper rapidement et c'est la victoire. Les Français récupèrent la ville de Toulon. C'est un grand succès pour Napoléon et l'information arrive jusqu'aux oreilles du gouvernement à Paris. Alors Napoléon reçoit la promotion de général de brigade. Il est jeune général victorieux à 24 ans. Alors Bonaparte attire l'admiration auprès du gouvernement, mais aussi auprès des femmes. Son statut social a changé. Napoléon va à Paris pour quelque temps. Un autre événement très important arrive 1 an plus tard. En fait, la nouvelle République française apprend que une armée de 25 000 royalistes arrive par surprise sur Paris pour prendre le contrôle du gouvernement qui est établi, localisé au palais des Tuileries, au centre de Paris. Alors, un homme qui s'appelle Barras, homme politique, révolutionnaire, est responsable de commander les opérations de défense, mais il a juste 5 000 hommes contre 25 000 et il demande de l'aide à Napoléon Bonaparte. Bonaparte joue un rôle déterminant car il va transférer rapidement 40 canons indispensables d'une région distante et voilà une scène très importante de l'attaque des royalistes à l'église Saint-Roch. Ici, on voit les révolutionnaires avec les canons
Napoléon fait remplacer les boulets de canon par des cylindres avec 200 balles. C'est beaucoup plus adapté pour le combat de proximité et pour ne pas détruire la ville de Paris. Cette tactique fonctionne. Les canons font 300 morts chez les royalistes en 1 heure. Les forces royalistes se dispersent. Victoire pour les républicains. Napoléon fait ici une ascension extraordinaire et rapide en devenant général en chef de l'armée de l'intérieur. Il dirige maintenant 40 000 hommes. Il est devenu un personnage important, célèbre dans la capitale, et il est invité à toutes les fêtes, aux meilleurs salons, et il va rencontrer Joséphine de Beauharnais. Napoléon tombe amoureux de cette femme complètement. C'est une femme très charmante, très séductrice. Elle a plus d'expérience que lui, elle est plus âgée de 6 ans. C'est une femme très belle, mais surtout intelligente, impressionnante. Dans les soirées, en général, elle est le centre d'attention et Joséphine accepte de commencer une relation romantique avec lui. Napoléon est fou amoureux. Il va par exemple écrire une lettre à Joséphine pour dire « Votre portrait et le souvenir de la soirée d'hier ne m'ont pas laissé dormir. Quel effet étrange vous faites à mon cœur. » Cela dit, au début, ce n'est pas vraiment réciproque parce que Joséphine ne partage pas la même passion. En fait, elle sera infidèle avec d'autres amants. Joséphine a déjà été mariée, mais son mari a été guillotiné pendant la Révolution car il avait aidé des royalistes dans un autre siège militaire. Joséphine a déjà 2 enfants. Quand elle rencontre Napoléon, elle reconnaît en lui beaucoup de talent et d'ambition. En plus, elle a besoin d'une situation, elle a besoin d'argent, de s'établir. Alors, elle accepte de se marier avec lui et progressivement, quelques années plus tard, elle va tomber aussi très amoureuse de lui. Le mariage est précipité juste avant que Napoléon parte pour les batailles d'Italie. Alors normalement, la responsabilité de Napoléon était juste de ouvrir un front de bataille pour faire une diversion pendant que l'attaque principale se développe au nord en Allemagne. Alors, l'armée qui est donnée à Napoléon par le gouvernement n'est pas très importante, mais en quelques semaines, l'action énergique de Napoléon change toute la situation. Il parle aux soldats. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, mais il ne peut rien vous donner. Votre patience, votre courage que vous montrez ici sont admirables, mais vous ne recevez pas de gloire, pas de lumière. Je veux vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. Des provinces riches, des grandes villes seront sous votre pouvoir.
vous trouverez la gloire, l'honneur et la richesse. Soldats français, manquez-vous de courage ou de constance ? Napoléon et son armée vont battre 5 armées autrichiennes. Souvent, l'armée ennemie est 2 fois plus grande que l'armée de Napoléon. Mais il gagne victoire après victoire et il va réorganiser le nord de l'Italie. Ces campagnes militaires d'exception sont étudiées dans toutes les écoles de guerre. Après les négociations de la paix, il retourne chez lui à Paris, mais son chauffeur lui explique que sa rue n'existe plus. En fait, elle est renommée rue de la Victoire pour honorer le triomphe de l'armée française. Sa popularité auprès des Français est de plus en plus importante. Il est considéré comme un héros, une légende déjà, et les hommes à la direction du gouvernement commencent à être préoccupés, inquiets de cette popularité. Ils pensent que Bonaparte représente une menace. Alors, ils le chargent, le responsabilisent de diriger l'expédition et la guerre en Égypte, avec la pensée de se débarrasser de lui. La campagne militaire d'Égypte a aussi l'objectif de prendre possession de l'Égypte et de l'Orient pour bloquer la route de l'Inde aux Anglais, car les Anglais sont très hostiles à la France révolutionnaire. À part ça, c'est aussi la plus grande expédition scientifique de l'époque, aussi dirigée par Napoléon, avec 160 scientifiques, professeurs, ingénieurs, architectes, etc. Alors, il y a la découverte de la pierre de Rosette, gravée en 196 avant Jésus-Christ. Elle a été découverte en 1799 pendant l'expédition de Napoléon Bonaparte, puis elle a été déchiffrée par Jean-François Champollion quand cet homme a compris que les 3 textes avaient le même message, le texte en hiéroglyphe ici, le texte en démotique et le même texte, le même message en grec. Alors, il a déchiffré le sens de chaque mot. Napoléon prend le contrôle d'Alexandrie et de la capitale de l'Égypte, le Caire. Ensuite, il va jusqu'en Syrie pour confronter les troupes turques que le sultan a envoyées pour attaquer les Français en Égypte. Mais pendant ce temps, à Paris, en France, la situation change et le moment semble favorable pour un coup d'État. Napoléon, après plusieurs batailles, a perdu beaucoup de soldats, aussi à cause de maladies. Alors, il décide d'abandonner le commandement de l'armée d'Égypte pour le donner au général Kléber et il va rentrer discrètement en France. Napoléon, à cette époque, est déjà un expert en marketing car il fait très attention à son image.
pendant toutes les batailles, il écrit lui-même les articles concernant les résultats, les conquêtes. Il exagère souvent. Alors, quand il arrive à Paris, il est reçu comme un héros, même si les pertes en Égypte sont très lourdes. Arrivé dans la capitale, le général Napoléon entre en conversation avec Talleyrand, qui est un homme politique d'expérience, qui connaît bien les forces en jeu, et Napoléon veut participer au coup d'État pour gagner plus de pouvoir. Alors, il va faire un mauvais discours devant le regroupement des 500 députés. L'audience crie sur lui, l'audience l'accuse de vouloir instaurer une dictature. La tension augmente rapidement. Napoléon croit que sa vie est en danger. Il évacue la salle. Il monte sur son cheval et il parle à ses soldats. « Soldats, je vous ai conduits à la victoire. Je peux compter sur vous aujourd'hui ?» Ils répondent « Oui, oui, vive le général, vive Napoléon !» Un coup d'État militaire est exécuté. Les 500 députés sont expulsés de la salle. Napoléon a pris le pouvoir. Il a 30 ans. Il est le nouveau chef de l'État. Alors, Napoléon va réformer la France dans plusieurs domaines, avec par exemple l'écriture du Code civil des Français, aussi appelé aujourd'hui le Code Napoléon, qui regroupe les lois concernant le droit civil français, c'est-à-dire toutes les règles qui déterminent le statut des personnes, le statut des propriétés et le statut des relations entre les personnes privées. Ce Code civil des Français a inspiré le système juridique de beaucoup de pays, soit sous forme d'adoption directe, soit sous la forme d'une influence assez forte. Une autre réforme sera pour la collecte des poubelles dans les rues, pour améliorer l'hygiène des villes. Il va aussi créer les lycées en France et aussi différents impacts sur l'architecture de Paris, des monuments, dont l'Arc de Triomphe, mais nous allons voir ça après. Napoléon instaure également la Légion d'honneur. C'est une récompense, une décoration qui est donnée aux personnes militaires et civiles par l'État pour les personnes qui ont aidé la France, et c'est une récompense qui continue à être attribuée aujourd'hui. Alors, un point très négatif, c'est que Napoléon va rétablir l'esclavage qui était aboli pendant la Révolution française. Napoléon va rétablir l'esclavage dans les colonies pour trouver un avantage économique contre la coalition royaliste. À la fin de sa vie, Napoléon va admettre que c'est une grande faute, bien sûr, et le fait que l'Angleterre ou les États-Unis, à cette période, exploitent aussi les esclaves ne diminue pas cette faute de Napoléon. Alors nous avançons concernant cette histoire extraordinaire à la date du 24 décembre 1800.
pour Noël, pendant que Napoléon est en route, en voiture, avec sa famille, pour aller à l'Opéra de Paris. Une bombe les attend dans la rue Saint-Nicaise. La voiture passe au galop, la bombe explose avec un peu de retard et seules les fenêtres du véhicule explosent. Mais c'est un massacre. Il y a 22 morts et 100 blessés. Le ministre de la police de Napoléon, qui s'appelle Fouché, un homme très intéressant, très intelligent, prouve que cette attaque est une création des royalistes et vraiment la mort était très proche de Napoléon. En conséquence, le gouvernement a peur que si Napoléon meurt, l'ordre meurt avec lui et que les royalistes reprennent le contrôle. Tout le gouvernement français pense que si Napoléon a un enfant, un successeur, cela va protéger la République. C'est intéressant de comprendre le système de descendance qui, à cette époque, protège des assassinats de l'ennemi. Bref, pour cette raison, Napoléon est sacré empereur. Les dimensions de ce tableau sont extraordinaires. Il y a 10 mètres ici sur 6 mètres. C'est 60 mètres carrés au total. Donc, c'est gigantesque. Et c'est un événement unique dans l'histoire de France, avec beaucoup de symboles importants. Le pape est venu à la cérémonie, mais juste pour donner la bénédiction, parce que c'est Napoléon qui prend la couronne et qui la pose lui-même sur sa tête. Ça, c'est très spécial, parce que normalement, dans le passé, pour les rois de France, c'est l'Église, le pape, qui fait un roi. La maman de Napoléon, Laetitia, a été photoshopée car en réalité, Laetitia n'aimait pas beaucoup Joséphine et a refusé de venir à la cérémonie. Les problèmes avec les belles-mères, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, en 1804, Napoléon est persuadé que le seul moyen d'obtenir une paix définitive est de neutraliser le Royaume-Uni. Donc, Napoléon établit un plan avec l'amiral Latouche-Tréville pour organiser l'invasion du Royaume-Uni et ils construisent des bateaux en grande quantité pour cela. Vous voyez ici la mer qui sépare la France de l'Angleterre, qui n'est pas très grande, qui représente juste quelques kilomètres, mais cette ambition est définitivement morte avec une bataille qui s'appelle la bataille de Trafalgar, où la flotte franco-espagnole est détruite par la flotte de l'amiral Nelson, anglais, très grand amiral, qui va mourir dans cette bataille. Mais grâce à lui, le Royaume-Uni gagne la domination des mers et des océans pour tout le siècle futur. Allez, c'est beaucoup d'informations, mais la suite est intéressante, alors on continue. Bravo pour la pratique de français. En 1805, la troisième coalition, alliance, se forme chez les pays royalistes contre Napoléon. Alors, l'empereur français prend la direction d'une offensive immédiate
la grande armée française arrive en Autriche dans une marche forcée jour et nuit et il va gagner une brillante victoire contre l'Autriche et la Russie dans une très grande bataille qui s'appelle la bataille d'Austerlitz, qui s'appelle aussi bataille des 3 empereurs, parce qu'il y a l'empereur français, autrichien et russe. Cet événement est considéré comme le grand chef-d'œuvre de tactique de Napoléon. C'est une victoire décisive. On peut voir ici le détail avec les forces en présence, infériorité numérique, mais 1500 morts du côté français contre 15 000 morts ou blessés du côté ennemi. C'est une victoire totale. Mais le plus grand ennemi de la France demeure. C'est l'Angleterre qui est très très riche et qui continue à envoyer de l'argent aux ennemis de la France pour financer et motiver les guerres. La guerre ne s'arrête jamais. On voit ici l'Empire français à son apogée en 1812 avec en bleu foncé la France et en bleu clair les territoires vassaux de la France, donc sous autorité française. Napoléon décide d'imposer un blocus continental pour limiter le commerce des Anglais. Le problème, c'est que c'est très ambitieux et le Portugal, à Lisbonne, continue de recevoir les marchandises anglaises. Napoléon menace le Portugal s'il n'applique pas le blocus continental. Les Portugais restent silencieux. Conclusion, les armées françaises envahissent le Portugal. En même temps, la population espagnole se révolte à Madrid contre l'armée française qui occupe la capitale. Une guerre en Espagne commence et va durer 6 ans. Plus tard, Napoléon a reconnu dans ses mémoires que c'était une grande erreur de commencer la guerre d'Espagne. Il va écrire « Cette malheureuse guerre a causé ma chute ». Toutes les circonstances de mes désastres s'attachent à ce point fatal. La guerre d'Espagne a compliqué mes embarras, a divisé mes forces et a détruit ma moralité en Europe. De plus, la mort du général Lannes dans une bataille, c'est un grand ami de Napoléon, va l'affecter profondément. La vulnérabilité du souverain français renforce le principe de assurer un successeur direct pour l'Empire. Alors, le divorce entre Napoléon et Joséphine est inévitable parce que Joséphine est stérile. C'est dommage parce que Joséphine est l'amour de sa vie. Mais un nouveau mariage est organisé entre Napoléon et la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise d'Autriche, pour, en plus d'avoir un enfant, trouver la paix entre les deux empires. Malheureusement, l'empereur de Russie, Alexandre Ier, continue à être financé par les Britanniques et il refuse de coopérer avec Napoléon pour le blocus continental. Alors Napoléon croit nécessaire d'envahir la Russie. Très ambitieux. Trop. En 1812, la grande armée française est gigantesque car elle a des soldats français, italiens, allemands, autrichiens. Au total, 600 000 hommes partent à la guerre de Russie. Mais les Russes utilisent une stratégie
de brûler les terrains et de reculer continuellement devant les troupes françaises. Ils vont brûler les ressources et reculer. Cela perturbe beaucoup Napoléon et la Grande Armée, mais finalement, il y a la bataille de la Moskova et c'est une victoire française contre les Russes, mais non décisive. Il y a une quantité de morts équivalente dans les deux camps et les Russes reculent encore. Finalement, le lendemain, les troupes françaises prennent la ville de Moscou. Napoléon dort à Moscou et le jour suivant, il se réveille sur son balcon, il voit la ville de Moscou en feu. Sabotage! Il donne le signal de retraite. Mais l'hiver dangereux commence. Alors la Grande Armée commence une marche désespérée vers l'Allemagne à travers des régions dévastées qu'elle a déjà traversées dans le sens contraire. Le froid, la neige, la faim et quelques soldats russes causent des pertes terribles. La majorité des 600 000 hommes meurent. La Grande Armée est détruite. Incroyable. Les rois des pays extérieurs sont encouragés par cet échec dramatique et ils forment la 6e coalition alliance contre la France. Et malgré une série de victoires, la ville de Paris tombe et l'empereur Napoléon est forcé d'abdiquer. Une paix est négociée, mais la coalition demande l'exil de Napoléon sur l'île d'Elbe. Ça, c'est une peinture, la scène du départ de Napoléon, dans la tristesse de ses collègues. En France, les royalistes reprennent le pouvoir. Louis XVIII est roi. Napoléon, pendant 1 an, reste sur cette île, l'île d'Elbe. Le gouvernement royaliste refuse bientôt de payer la pension promise. Napoléon est empereur de cette petite île qu'il a négociée pour abdiquer. Et des bateaux anglais circulent autour de l'île pour empêcher Napoléon de la quitter. Mais des rumeurs circulent concernant un projet secret des Anglais de déporter Napoléon vers une autre petite île de l'océan Atlantique Sud, très loin, car les royalistes considèrent que Napoléon est trop proche et il a beaucoup d'amis dans cette région. Alors, Napoléon décide de s'évader pendant la nuit sur un bateau et de retourner sur le continent pour reprendre le pouvoir. Il arrive à la ville de Cannes. Avec la nouvelle de son évasion, des armées sont envoyées pour l'arrêter. Mais en réalité, Napoléon connaît tous ses soldats, il connaît toute l'armée, et il est accueilli comme un héros partout sur sa route. Donc, il va marcher pendant 20 jours sur cette route et son armée va grandir pendant qu'il avance. Et, incroyable, le roi est forcé de quitter la capitale. C'est extraordinaire. Napoléon reprend le pouvoir sans se battre. Des nouveaux représentants sont choisis et immédiatement Napoléon déclare à l'international dans des lettres que
sa volonté est d'être pacifique, mais les ennemis royalistes n'acceptent pas ce retour. Vous savez que les royalistes ont peur d'une révolution dans les pays extérieurs. Ils n'acceptent pas les idées révolutionnaires et les idées de république. Conclusion, une 7e coalition est formée contre la France. Les pays en coalition envoient massivement des troupes en Belgique pour attaquer la France. Le 18 juin 1815 a lieu la bataille de Waterloo. Mais apparemment, les 2 commandants de Napoléon auront beaucoup de difficultés à se communiquer, à respecter une stratégie commune. Ils feront beaucoup d'erreurs dans cette bataille. Résultat, après 10 heures de bataille, les Français reculent. L'armée française organise sa retraite. C'est une défaite. C'est la dernière bataille de Napoléon. C'est la fin. Cette défaite force Napoléon à abdiquer une seconde fois. Tout est fini. La grande guerre entre les 2 géants, France et Angleterre, est terminée. Et c'est peut-être pour cette raison que aujourd'hui le monde entier parle anglais. Napoléon est déporté en exil par les Britanniques sur cette île de Sainte-Hélène. La distance, cette fois-ci, est de 7000 km. Napoléon ne peut pas quitter cette île. Alors, il se concentre sur l'écriture de ses mémoires. Sur une période de 6 ans, sa santé se détériore. Napoléon meurt à l'âge de 51 ans en 1821. Aujourd'hui, 2021, donc il y a 200 ans exactement. Le gouverneur de l'île Sainte-Hélène, responsable de l'emprisonnement de Napoléon, déclare devant le lit au moment de la mort: « Messieurs, il était le plus grand ennemi de l'Angleterre. C'était aussi mon ennemi. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un si grand homme, on doit sentir juste de la tristesse et un profond regret. » Et voici le tombeau de Napoléon à Paris, à l'Hôtel des Invalides, avec cette coupole dorée. Et voilà pour cette histoire extraordinaire. Nous allons terminer la classe de français / histoire avec l'héritage de Napoléon sur l'architecture de Paris, parce que ici nous avons la rue de Rivoli qui mentionne la victoire de la bataille de Rivoli en Italie. Cette grande rue est initiée par Napoléon pour organiser Paris en grandes avenues, et de Napoléon jusqu'au baron Haussmann et Napoléon III, ce style va continuer à s'installer dans Paris et ça fait la belle ville d'aujourd'hui. Bien sûr, vous connaissez l'Arc de Triomphe, construit pour honorer les militaires, pour que les soldats retournent à Paris de la bataille en passant sous l'Arc de Triomphe. Vous pouvez aussi visiter cette place avec la colonne Vendôme qui a été construite par Napoléon. Après la victoire de la bataille d'Austerlitz, on peut voir une fresque en bronze qui représente les différentes scènes de bataille. Et ce bronze est un recyclage des canons capturés aux armées russes et autrichiennes pendant la bataille d'Austerlitz. Au sommet, vous pouvez voir une statue de Napoléon qui est habillé comme un empereur romain. On a aussi à Paris l'Arc de Triomphe du Carrousel, car l'empereur
souhaitait aussi que les soldats retournent à leur maison à Paris en passant sous cet arc de triomphe. Voilà la bourse de Stock Exchange de Paris. Napoléon crée ce bâtiment pour regrouper toutes les activités de la bourse au même endroit. Une dernière image de la Madeleine. Et oui, vous pouvez voir que Napoléon aime le style grec antique. Il ne veut pas prendre de risques en architecture. C'est un style qui fonctionne et voilà. Aujourd'hui, la Madeleine est très connue pour être l'église des obsèques des célébrités, comme par exemple Johnny Hallyday, Frédéric Chopin, Édith Piaf, etc. Et voilà pour cette histoire de Napoléon, et j'espère que cette immersion en français était naturelle, avec une bonne concentration et de la curiosité. Récemment, j'ai fait une autre vidéo sur la Révolution française. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour donner votre opinion. C'est aussi une pratique de français d'écrire un message. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos. À plus!